Dans cet épisode de Cruauté en face, nous allons plonger dans une affaire où le désir, la manipulation et la trahison ont conduit à un meurtre froidement orchestré. Une femme, mariée à un homme respectable, vivant une vie en apparence équilibrée. Mais derrière les murs de leur foyer se cachait une double vie alimentée par une obsession grandissante, celle du contrôle et du sexe. Avant de commencer, une nouvelle vidéo est disponible sur ma chaîne secondaire Cruauté en face story. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la regarder, à vous abonner et à commenter. J'y publie 1 à 2 vidéos par semaine, alors ne manquez rien. Certains appellent cela un simple adultère. Mais ici, il s'agit de bien plus que ça. Une spirale de séduction, de mensonges et de manipulation. Une femme dont le besoin constant de plaire, de séduire, de contrôler les hommes l'a poussée à franchir l'irréparable. Restez bien jusqu'à la fin, car cette histoire va vous montrer à quel point le désir, lorsqu'il est mêlé à la stratégie et à la froideur, peut devenir une arme meurtrière. Je suis Genéza, et aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire où l'obsession du plaisir s'est transformée en poison et où la séduction a conduit au sang. Préparez-vous, car certaines passions dévorent jusqu'à l'âme. Michelle Catherine Forcier a vu le jour à Denver. Oui, cette ville, plantée au cœur du Colorado, aux États-Unis, c'était le 7 décembre 1970. Sagittaire donc. Pas sûr que ça change grand-chose à son histoire, mais bon, on pose le décor. Son père était militaire. Résultat, la petite famille a souvent fait ses valises. Et pas juste pour changer de quartier, hein. Ils ont carrément changé de continent. Quand Michel était encore enfant, ils ont atterri au Royaume-Uni. 3 ans à boire du thé et à supporter la météo anglaise. Puis, hop, nouveau déménagement. Direction la Corée du Sud. Oui, c'est radical. Sauf que là, la mère de Michel a eu un moment de lucidité ou de ras-le-bol. Elle a décidé qu'elle en avait assez de cette vie de nomade. Elle a claqué la porte, au sens figuré, et a demandé le divorce. Résultat, retour express aux États-Unis avec ses 3 enfants sous le bras, dont Michel, bien sûr. Une fois de retour, elle a dû bosser à plein temps pour nourrir tout ce petit monde. Et devinez qui s'est retrouvé à faire tourner la maison et à s'occuper des 2 petits frères. Eh oui, Michel. À peine sortie de l'enfance, elle a dû troquer ses poupées, si elle en avait, contre un balai et un agenda de baby-sitter à temps plein. Michel a toujours été une fille responsable, le genre de gamine qui donne des sueurs de fierté à sa mère. Les week-ends, quand elle avait un peu de répit entre 2 couches à changer, elle passait la majorité de son temps à l'église. Oui, à étudier la Bible. Chacun ses passions. C'est au lycée qu'elle a rencontré un garçon nommé Frank Marty Thier. Lui, il était né le 26 février 1969, ce qui en faisait un poisson, donc probablement rêveur, sensible ou juste très timide. Il avait vu le jour en Allemagne, mais vers l'âge de 2 ans, il avait déménagé à Denver avec sa mère, une certaine Linda Gettler. Le destin, ou une salle de classe mal ventilée, a fini par réunir Frank et Michel pendant leurs années lycée. Et le courant est passé tout de suite. Ils se sont entendus comme 2 âmes qui se reconnaissent. Sauf que Frank, eh bien, il était timide. Genre, sérieusement timide. Il n'a jamais osé faire le premier pas. Il avait peur de tout gâcher, de briser leur belle amitié, ce grand classique. Heureusement pour lui, Michel n'avait pas le même souci. Elle était directe, décidée, et pas du genre à attendre que le destin se bouge. C'est elle qui a volé le premier baiser, et à partir de là, ils ont commencé à sortir ensemble. Après le lycée, ils se sont engagés tous les 2 dans l'armée de l'air américaine. Résultat, un couple à distance avant même que ce soit tendance. Ils étaient constamment envoyés en mission à l'étranger, mais rarement ensemble, parce qu'ils appartenaient à des unités différentes. L'amour à l'épreuve des frontières, version militaire.
En 1991, ils ont décidé de se marier. Frank avait 22 ans, Michelle en avait 21, jeune, fou amoureux et courageux, disons. Après la cérémonie, ils se sont offerts un mois sabbatique pour profiter de leur lune de miel. Et c'est justement pendant cette pause que Michelle a pris une décision radicale. Elle a quitté l'armée pour étudier la psychologie. Leur vie de couple ressemblait alors à une jolie carte postale. Une situation financière stable, grâce au salaire de Frank. Et Michelle n'était pas en reste. Elle avait mis de côté une belle somme durant ses années de service. Bref, tout allait bien dans le meilleur des mondes, pour l'instant. Comme Frank travaillait encore pour l'armée, le couple a dû déménager. Encore, 8 fois, pour être précis. Mais au début, ça ne posait aucun souci. Au contraire, Michelle, elle adorait ça. Chaque nouveau déménagement, c'était une aventure, une nouvelle ville, un nouveau décor, presque un nouveau script. Dès qu'elle a décroché son diplôme en psychologie, elle a commencé à recevoir des patients directement chez elle. Et elle n'a pas juste pratiqué, elle a brillé. À tel point qu'elle a été invitée à des émissions de radio. Et elle a même élaboré un protocole d'aide pour les femmes victimes de violences conjugales. Clairement, elle n'était pas là pour faire de la figuration. Pendant ce temps-là, Frank grimpait les échelons. Il a été promu et leur compte en banque a commencé à gonfler à vue d'œil. Mais tout ce qui monte ne redescend pas forcément ensemble, parce que plus Frank brillait dans sa carrière, plus Michelle sombrait dans la solitude. Il partait de plus en plus souvent en mission à l'étranger, la laissant seule à la maison pendant des semaines, voire des mois. Et lui, de son côté, pensait avoir trouvé la solution miracle, faire un enfant, classique. Tu t'ennuies, fais-toi un bébé. Logique imparable. Frank rêvait d'avoir 3 enfants. 3. Pas 1, pas 2. 3. Sauf que Michelle, elle, n'en voulait aucun. Elle avait déjà passé toute son adolescence à pouponner ses petits frères. Elle avait donné. Elle ne rêvait pas de couches ni de berceaux, mais de fêtes, de voyages, de boîtes de nuit. Elle voulait vivre cette jeunesse qu'on lui avait volée pendant qu'elle faisait la nounou à plein temps. Et là, forcément, ça coinçait. Parce qu'en plus de cette divergence fondamentale, Frank était toujours absent. Et quand il rentrait, c'était la tension. Michelle insistait pour qu'il quitte l'armée. Elle voulait qu'il trouve un boulot plus tranquille. Moins de prestige, peut-être. Mais plus de temps à deux. Elle lui disait qu'ils avaient déjà tout ce qu'il leur fallait. Qu'ils n'avaient pas besoin de plus d'argent, juste de plus de moments ensemble. Mais voilà, ce boulot, c'était le rêve de Frank. Et il n'avait aucune envie d'y renoncer. Vraiment aucune. Et là, soyons honnêtes, on a vu venir la tempête, non? 2 visions de vie totalement opposées. 2 personnes qui ne tiraient plus la couverture dans la même direction. Autant dire que ça sentait déjà le sapin. En 1998, Michelle a plongé dans une dépression profonde. Et cette fois, aucun déménagement ni protocole miracle n'allait suffire. Elle s'est sentie de plus en plus seule et malheureuse. Son mari, toujours ailleurs, littéralement, et c'est à cette période qu'elle a découvert le terrain de jeu de toute une génération en manque d'attention, le chat en ligne. Là, au moins, elle trouvait des hommes disponibles, gentils, à l'écoute, prêts à taper des kilomètres de messages rien que pour elle. Pas comme Frank, qui, visiblement, trouvait que passer ses soirées dans un cockpit était plus excitant que de parler à sa femme. Et c'est dans un de ces salons de discussion virtuels que Michelle a rencontré John Michael Diamond, un nom qui sonnait déjà comme une mauvaise série B, et spoiler, c'en était une. John était sergent dans l'armée américaine, lui aussi, et, petit détail croustillant, marié.
Sa femme s'appelait Lourdes. On espère qu'elle priait souvent. John et Michel ont commencé à se parler tous les jours. Une vraie idylle numérique. Bon, l'essentiel de leurs échanges était franchement sexuel, mais avec une belle complicité derrière les fantasmes. Ils pouvaient parler pendant des heures, entre deux descriptions salées de leurs envies. Un amour 2.0, version fesses d'abord, sentiment ensuite. En 1999, Michel et Frank ont déménagé en Caroline du Nord. Et devinez quoi, John bossait justement sur la même base militaire. Le destin, ou un algorithme bien vicieux, venait de leur tendre un tapis rouge pour passer du virtuel au très, très physique. Ils ont fixé leur premier rendez-vous dans un petit café local. Et là, boum! Coup de foudre? Non, plutôt explosion hormonale. Dès qu'ils se sont vus, c'était comme si le café avait pris feu. Ils se sont revus, souvent, très souvent, et pas juste pour discuter de la météo. Le duo infernal a vite pris goût au plaisir charnel, en mode XXL. Ils ont commencé à fréquenter des clubs échangistes, des soirées libertines, des lieux où la décence avait visiblement été interdite d'entrer. La routine, quoi. À ce moment-là, Frank est parti dans le Kansas pour suivre un stage de pilote de chasse. 5 semaines d'absence. 5 semaines. Et pendant ce temps-là, leur maison, s'est transformée en véritable maison de prostitution. Sans exagérer. Fête, sexe, ivresse. Et pas à huis clos, non. C'était open bar et open lit. Michel et John organisaient tout. Ils allaient jusqu'à inviter des collègues militaires de John pour se joindre à la fête. Autant dire que la caserne, c'était chez eux. Et Frank? Il pilotait des avions pendant que sa femme pilotait des orgies. La grande classe. Petite cerise sur le gâteau. Les collègues que Michel et John invitaient à leur soirée torride connaissaient tous Frank. Bah oui, forcément, c'étaient tous des gars de l'armée américaine. L'ironie dans toute sa splendeur. Pendant que l'un bossait dur pour devenir pilote de chasse, l'autre organisait des partouzes avec ses collègues. Ambiance caserne, version X. Quand Frank est enfin rentré de son stage, il a vite senti que quelque chose clochait. Michel était distante, étrange, presque une autre personne. Et c'est probablement à ce moment-là qu'il a compris, leur mariage était à la dérive. Le Titanic émotionnel avait heurté l'iceberg, mais malgré tout ça, il l'aimait encore, ou du moins, il voulait encore y croire. Alors il a proposé une thérapie de couple. Et là, autant dire que la psy n'a pas traîné à dégainer le diagnostic. En gros, incompatibles, 2 trajectoires de vie opposées, 2 visions du bonheur irréconciliables. C'était comme si la thérapeute avait creusé une tombe entre eux, puis balancé la pelle dans le trou histoire d'être bien clair. C'est fini. En juin 2000, Michel a finalement décidé de faire ses valises. Elle a quitté la maison et a loué son propre appartement, un joli petit nid pour vivre pleinement sa passion avec John, son militaire préféré. Et pour célébrer cette libération sentimentale, les 2 amants sont partis en voyage. Direction, les Pays-Bas. Ils s'y sont éclatés comme des ados en vacances, réalisant qu'ils étaient, selon leurs propres critères douteux, faits l'un pour l'autre. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Après les tulipes et les coffee shops, ils ont mis le cap sur une île des Caraïbes appelée Saba, qui appartient aussi au Royaume des Pays-Bas. Ils ont même envisagé de s'y installer. Michel a postulé pour un poste à la faculté de médecine locale. Oui, madame pensait déjà s'installer au paradis avec son amant, alors qu'ils étaient tous les 2 encore mariés. Un détail, n'est-ce pas? Sauf que le destin, ce fourbe, a encore frappé. L'université de Saba était dirigée par un ancien lieutenant américain, un homme qui connaissait les 2. Et là, gros moment de panique. Parce que dans certains États des États-Unis, l'adultère, c'est pas juste une faute morale, c'est un délit. Alors, ils ont fait demi-tour. Vite,
très vite. De retour aux États-Unis, elle a eu un nouveau revirement. Elle a recontacté Frank et a proposé une sorte de réconciliation, mais façon service minimum, chacun chez soi. Elle dans son appartement, lui dans leur ancienne maison. Une relation avec mur porteur, littéralement. Bien sûr, Michelle n'a pas mis fin à sa liaison avec John. Pourquoi se limiter à un homme quand on peut en avoir 2 ou 3 ? Parce que oui, elle continuait aussi à flirter en ligne. Et de temps en temps, elle rencontrait d'autres hommes pour, disons, varier les plaisirs. Bref, elle vivait sa meilleure vie. Enfin, ça, c'est ce qu'elle pensait. En octobre 2000, elle a décidé de se remettre officiellement avec Frank. Grande décision, n'est-ce pas ? Et cette fois, ils ont même recommencé à vivre sous le même toit. Comme avant, enfin, presque. Parce que quand Frank repartait en mission, ce qui arrivait souvent, Michelle, elle, ne restait pas à pleurer dans un coin du canapé. Oh non, elle profitait, elle sortait, voyait ses amis, comprendre ses nombreux petits contacts, et savourait sa double vie sans aucun état d'âme. Elle n'était pas née de la dernière pluie, et elle comptait bien continuer à danser sous l'orage. Le 9 décembre 2000, Frank avait prévu une escapade romantique avec sa chère épouse pour célébrer son anniversaire. Il avait tout organisé. Mais Michelle lui a sorti une excuse digne d'un soupe des années 90. Elle avait, soi-disant, déjà planifié un week-end entre collègues de travail. Juste des potes. Rien de plus. Évidemment, c'était faux. Le jour de son anniversaire, elle l'a passé cloîtrée dans une chambre de motel avec John. Ambiance bougie ? Non. Ambiance torride, trahison comprise. Ce jour-là, entre 2 câlins ou plus 6 affinités, John a lâché une bombe. Il lui a déclaré sa flamme, totalement. Il lui a dit qu'il était fou d'elle, qu'il ferait n'importe quoi pour qu'elle quitte Frank, et qu'il était prêt à tout pour l'avoir rien que pour lui. N'importe quoi. Ça sonnait presque comme un avertissement. Le 17 décembre 2000, une semaine plus tard, Michelle et Frank ont participé à un dîner de fin d'année dans un restaurant chic. Un événement pro organisé avec le docteur Thomas Harbin, un collègue avec qui Michelle partageait son cabinet. Tout s'est bien passé jusqu'à l'après. Après le repas, Michelle a demandé à Frank de faire un détour par son bureau. Elle avait, soi-disant, besoin de récupérer quelques bouquins pour travailler sur les dossiers de ses patients. Frank, patient et naïf, est resté dans la voiture, garée en bas du bâtiment. Michelle est montée. Son bureau se trouvait au 2e étage d'un petit complexe de cabinets médicaux. Et là, les minutes ont commencé à défiler. 5, 10, 20, toujours pas de Michelle. Frank attendait, dans sa voiture, sans savoir que le compte à rebours, lui aussi, avait commencé. Frank, fidèle à lui-même, a commencé à s'inquiéter. Le temps passait, Michelle ne redescendait pas, et il a imaginé toutes les situations possibles. Elle aurait pu être coincée à l'intérieur, la serrure avait peut-être lâché, ou elle avait pu casser sa clé. Bref, rien de bien dramatique, du moins en apparence. Alors il est sorti de la voiture, a monté l'escalier extérieur menant à l'entrée du bâtiment. C'est là qu'il a entendu un bruit, un froissement venant des buissons. Il s'est retourné sans vraiment se méfier. Et c'est là qu'il a été criblé de balles. 4 tirs, 2 ont frappé ses épaules, les 2 autres, ses jambes. Il s'est effondré sur le sol, sans défense. Et pendant qu'il luttait pour comprendre ce qui venait de se passer, le tireur s'est approché, froidement, méthodiquement, et a tiré une dernière balle en pleine tête. Fin du combat. Fin de tout. Michelle, restée dans son bureau à l'étage, a entendu les coups de feu. Elle a paniqué. Elle a crié le nom de son mari, a dévalé les escaliers en courant. Et là, en sortant,
Elle est tombée sur Frank étendu au sol, inerte, baignant dans son sang. La panique a pris le dessus. Elle a voulu appeler les secours. Mais catastrophe, elle avait claqué la porte du bureau en partant, oubliant ses clés et son téléphone à l'intérieur. Elle a tenté de soulever Frank, mais c'était peine perdue. Alors, dans un élan de survie, elle est montée dans la voiture de son mari et a roulé à toute vitesse pendant environ 3 kilomètres jusqu'à tomber sur une vidéoclub encore ouverte. Elle a débarqué en hurlant, demandant qu'on appelle les secours. Une fois le coup de fil passé, elle a foncé à nouveau vers le complexe de bureaux où Frank gisait encore. Quand les secouristes sont arrivés, ils ont trouvé Michel effondré sur le corps de son mari, en larmes. Elle le tenait dans ses bras et lui murmurait de tenir bon, que l'aide arrivait, que ça allait aller. Mais il était trop tard. Les ambulanciers ont tenté de réanimer Frank, mais ses blessures étaient bien trop graves. Son décès a été constaté sur place. Un mari assassiné dans l'ombre, une épouse effondrée dans le sang de l'homme qu'elle avait trahi, et une scène de crime qui allait bientôt livrer ses secrets. Michel pleurait à chaudes larmes. Elle répétait en boucle qu'elle avait perdu le grand amour de sa vie. Elle sanglotait, les mots lui échappaient à moitié, mais on comprenait l'essentiel. Elle aimait Frank, ou du moins, c'est ce qu'elle affirmait, maintenant qu'il était sous terre. Lors des funérailles, elle n'a pas lâché un instant son rôle de veuve éplorée. Elle a pleuré tout le long, a commandé une magnifique couronne de fleurs et a même fait graver une belle phrase sur la pierre tombale de son mari. Une citation digne d'une comédie romantique, version post-mortem. À ses proches, elle a confié que oui, leur couple avait connu des hauts et des bas, mais que maintenant qu'il était parti, elle réalisait enfin combien elle l'aimait. Elle disait regretter toutes les disputes, tous les mots trop durs. Elle jurait de faire justice pour Frank. Et si elle avait pu, elle aurait soulevé la terre entière à main nue pour trouver le coupable. Elle avait l'air sincère. Trop sincère peut-être. Les enquêteurs, eux, n'étaient pas tombés dans le panneau du drame passionnel improvisé. Très vite, ils ont écarté la thèse du vol qui aurait mal tourné. Rien n'avait été volé. Aucune effraction. Pas un portefeuille, pas une montre, rien. Rien du tout. Conclusion, ce n'était pas un braquage. C'était une exécution. Frank travaillait pour l'armée de l'air. Il aurait pu avoir des ennemis, un règlement de compte, une vengeance militaire, peut-être. La police a alors fait ce que toute bonne série policière nous a appris à faire, analyser les caméras de surveillance autour du domicile. Et là, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Un homme, toujours le même, apparaissait régulièrement dans les enregistrements. Il venait souvent à la maison, et pas pour livrer des pizzas. Cet homme, c'était John Diamond, le fameux sergent, le grand amour de l'ombre, le mec avec qui Michel vivait une double vie depuis des mois, dans les motels, les clubs libertins, et parfois sous le toit du pauvre Frank. Les enquêteurs ont convoqué John pour l'interroger, et là, sans trembler, il leur a sorti l'alibi classique du type qui a eu tout le temps de répéter sa version devant le miroir. Le soir du meurtre, il était à la maison, avec sa femme et sa belle-mère, en train de regarder un film et de manger du pop-corn. Rien de plus banal. Netflix alibi. Dans un premier temps, la femme de John a confirmé son alibi. Elle a soutenu que son mari était bel et bien resté à la maison ce soir-là, pop-corn en main et regard rivé sur le film. Du coup, il a été écarté des suspects. Temporisation réussie pour un temps. Mais voilà, quelques jours plus tard, rebondissement. La femme de John a rappelé la police. Et cette fois, elle a avoué avoir menti lors de sa première déclaration. Elle a dit être prête à tout raconter, pour de vrai. Et là, l'histoire a changé de ton.
Oui, ils regardaient bien un film ensemble ce 17 décembre 2000 avec sa mère, confortablement installée dans le salon, jusqu'à 21h. À ce moment-là, John a reçu un appel. Il s'est levé et a dit qu'il devait partir, une urgence, un truc à régler à la base militaire. Il a changé de vêtements, comme si de rien n'était, et il a quitté la maison vers 21h10. Un timing étrangement précis. Les enquêteurs, évidemment, ont demandé à vérifier les relevés téléphoniques. Et là, bingo! L'appel reçu par John à 21h ce soir-là venait du téléphone de Michelle. Coïncidence ? Peut-être. Mais disons que c'est le genre de coïncidence qui commence à sentir la poudre et la préméditation. Alors les autorités ont changé de cap. Il était temps de creuser du côté de la veuve éplorée. Et ce qu'ils ont trouvé n'a pas arrangé son cas. Une semaine avant le meurtre de Frank, celui-ci avait souscrit à une assurance vie de 500 000 $. Et la bénéficiaire unique ? Michelle. Voilà, peut-être qu'elle l'aimait encore, mais manifestement, elle l'aimait encore plus mort que vivant. Coïncidence numéro 2 ? Peut-être aussi. Mais franchement, ça faisait un peu beaucoup pour un simple coup du destin. La police a donc convoqué Michelle pour un nouvel interrogatoire. Ils lui ont demandé si elle avait appelé John ce soir-là, quelques minutes avant que Frank ne soit assassiné. Et là, elle a sorti une excuse d'école primaire. « Ah bon ? J'ai appelé ? C'est sûrement une erreur de l'opérateur, ou un bug, ou un complot téléphonique. » Sérieusement. Pendant que l'enquête avançait, Michelle et John, eux, ont continué leur petite vie, comme si de rien n'était. Tout à fait normal. Ils ont même pris des vacances en Floride. Soleil, détente. Sauf qu'à leur retour, ce n'était plus le sable chaud qui les attendait, mais la tempête judiciaire. En février 2001, un nouvel élément est venu tout faire basculer. La police a découvert que John, la semaine même du meurtre de Frank, avait emprunté une arme à feu à un ami, un pistolet de calibre 5 mm, le même modèle exact que celui utilisé pour tuer Frank. Et quand cet ami lui a demandé de rendre l'arme, il a sorti une excuse d'école primaire, encore une. Il a affirmé que quelqu'un avait cassé la vitre de sa voiture et volé le flingue. C'est fou comme ces armes disparaissent toujours pile au bon moment, non ? Mais ce n'est pas tout. Les enquêteurs ont aussi mis la main sur des images de vidéosurveillance prises la nuit du meurtre. Et devinez quoi ? On y voit la voiture de John, garée pendant un bon moment juste à côté du complexe où se trouvait le bureau de Michelle. Oui, à quelques mètres de la scène de crime. La boucle commençait sérieusement à se refermer. En mars 2001, un mandat d'arrêt a été émis contre John Diamond. Il a été formellement accusé de meurtre avec préméditation et d'obstruction à la justice. Quant à Michelle, les autorités étaient convaincues qu'elle avait participé à l'élaboration du crime. Mais sans preuve solide, elle ne pouvait rien faire. Alors elle est restée en liberté. Libre, bronzée et très probablement en train de chercher sa prochaine escapade. Mais le sort de John, lui, allait se jouer. En août de cette même année, son procès a débuté et Michelle, cette fois, a été convoquée à la barre. Tous les regards étaient braqués sur elle. Mais là encore, pas folle la guêpe, elle a invoqué le 5e amendement, refusant de répondre à la moindre question. Droit au silence. Traduction. Je ne veux pas m'enfoncer moi-même. John, de son côté, a été jugé par un jury militaire composé de 5 membres des forces armées. Et ils n'ont pas été tendres. Résultat, coupable. De tout, meurtre, obstruction, fin de partie, John Diamond a été condamné à la prison à perpétuité. Une peine sèche, sans appel, et sans retour à la Floride cette fois. Mais pour le parquet, cette condamnation n'était pas suffisante, parce que dans cette affaire, il le savait, le cerveau du crime
Ce n'était pas John, c'était Michel. Alors ils ont continué, fouille après fouille, témoignage après témoignage, parce qu'ils ne voulaient pas juste enfermer le bras qui avait tiré, ils voulaient la main qui avait pointé. Pendant ce temps-là, les autorités ont appris que Michel s'était installé à la Nouvelle-Orléans. Alors, ils ont commencé à surveiller ses déplacements, discrètement. Mais soudain, pouf, disparu. Plus de Michel. Plus de traces. Rien. Elle s'était volatilisée. Comment est-ce que c'était possible ? Simple. Ce que les enquêteurs ne savaient pas, c'est que Michel avait tout prévu. Elle ne s'était pas contentée de déménager. Non, elle avait effacé Michel Tir de la carte. À la Nouvelle-Orléans, elle avait obtenu de nouveaux papiers, nouvelle identité, nouveau nom. Elle était devenue Lisa Pendragon. Oui, carrément. Un nom digne d'un roman de fantaisie ou d'une arnaque bien montée. Elle avait également subi plusieurs chirurgies esthétiques. Un nez par-ci, des pommettes par-là, un petit lifting stratégique. Et bien sûr, une nouvelle couleur de cheveux. À ce stade, même sa propre mère aurait eu besoin d'un GPS pour la reconnaître. Elle s'était recréé un visage, un nom, une vie. Et grâce aux 500 000 $ de l'assurance vie de Frank, elle avait largement de quoi couvrir ses traces. Aucun problème pour se cacher quand on a les poches pleines et plus aucune morale en stock. Mais en mai 2002, nouveau coup de théâtre. La justice a fini par l'inculper pour meurtre au second degré. Et pourquoi maintenant ? Parce que John, depuis sa cellule, avait enfin décidé de parler. Il a révélé aux enquêteurs toute la vérité, ou du moins sa version. Il a affirmé que c'était Michel qui avait tout planifié du début à la fin, que lui, il n'avait été que l'exécutant passionné, un homme aveuglé par l'amour, un amoureux transi qui, visiblement, avait troqué ses neurones contre un flingue. Seulement voilà, maintenant qu'ils avaient l'inculpation, ils n'avaient plus la coupable, parce que Michel Tir n'existait plus. Et les autorités ont dû se creuser la tête. Longtemps, ils ont dû recouper les adresses, les identités, les documents administratifs, jusqu'à comprendre qu'elle avait changé de nom, changé d'apparence, et qu'ils ne cherchaient plus une femme en fuite, mais un caméléon avec un sac de fric et une sacrée longueur d'avance. C'est finalement un homme, un ancien de la United States Marshals, l'agence fédérale elle-même, qui a donné la piste décisive. Grâce à ses contacts, il a pu révéler une info qui allait tout débloquer. Michel, désormais connue sous le nom de Lisa Pendragon, aurait été en couple avec un certain Don Hortel. La police n'a pas perdu de temps. Don a été convoqué au poste pour s'expliquer sur cette mystérieuse Lisa, sa petite amie apparemment sans passé. Mais voilà, à mesure qu'il répondait aux questions, le masque est tombé. Les autorités ont tout de suite compris. Cette Lisa, c'était Michel Tir. Et plus question de douter. Don, un brin déboussolé, a fini par donner l'adresse de sa compagne. Elle vivait en Floride, à Fort Lauderdale, tranquillement, sereinement, comme si elle n'était pas recherchée pour meurtre. Mais le 5 août 2002, la fête s'est arrêtée net. Michel Tir, ou Lisa, ou peu importe, a été arrêtée, officiellement inculpée pour le meurtre de son mari, Frank Tir. Fin du jeu de cache-cache. La procureure, bien décidée à boucler l'affaire, lui a proposé un accord. Si elle avouait les faits en détail, elle ne prendrait que 8 ans de prison. Un deal plutôt généreux, compte tenu des circonstances. Mais Michel, fidèle à son arrogance jusqu'au bout, a refusé. Elle était convaincue, oui, convaincue, qu'elle pourrait berner le jury, qu'elle allait sortir blanchie sans une tache sur son tailleur. Spoiler, mauvaise pioche, il aura fallu 2 ans entiers pour que le procès démarre. 2 ans à peaufiner la stratégie, à rejouer le rôle de la victime d'un système injuste, à nier l'évidence. Et en septembre 2004, le procès a enfin commencé.
la mise en scène pouvait commencer, mais cette fois, les projecteurs étaient braqués sur elle et le rideau allait tomber, pour de bon. Au procès, la procureure a sorti l'artillerie lourde. Elle a présenté au jury l'intégralité des messages échangés entre Michel et John, ainsi qu'avec d'autres hommes avec qui elle entretenait des relations intimes. Tout ça, évidemment, pendant qu'elle était encore mariée à Frank. Mais ce n'était que l'entrée. La véritable claque, c'était le contenu de son ordinateur personnel. Les enquêteurs y ont retrouvé des recherches très discrètes du genre « Comment obtenir de faux papiers ? Comment dissimuler un meurtre ?» Rien que ça. Michel aurait peut-être dû penser à effacer son historique ou à ne pas utiliser Google pour planifier un homicide. La procureure comptait aussi sur le témoignage de John pendant l'audience. Mais surprise ou pas, il a refusé de témoigner. Silence total, peut-être par loyauté, peut-être pour éviter de creuser encore plus sa propre tombe. Allez savoir. Le ministère public a ensuite martelé l'accusation principale. Michel aurait orchestré l'assassinat de son mari pour toucher l'assurance-vie, une somme confortable, suffisante pour acheter un nouveau-né, un nouveau nom et quelques vacances en Floride. Et là, c'est le moment où la défense a tenté de sauver ce qui pouvait l'être. L'avocat de Michel s'est lancé dans un grand numéro. Il a décrit sa cliente comme une femme admirable, aimante, une épouse dévouée, et a insinué que le vrai problème, c'était John. Que c'était lui, le jaloux maladif. Que c'est lui qui avait agi par obsession sans que Michel ne soit au courant de rien. Mais ce plaidoyer a explosé en plein vol quand la procureure a révélé une dernière petite bombe. L'avocat avait une liaison avec sa cliente. Oui, le défenseur de la vérité et de la justice couchait avec l'accusé. On frôle le vaudeville, là. Ou une mauvaise série de fin d'après-midi. La procureure a alors conclu en disant que Michel était manipulatrice, dangereuse et qu'elle ne ressentait aucun remords. Pour elle, tout avait été calculé. Le jury s'est retiré pour délibérer. 6 heures plus tard, ils sont revenus, le visage grave. Le verdict allait tomber. Michel Tir a été condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. La justice avait parlé. Mais même derrière les barreaux, elle n'a pas pu s'empêcher de faire des vagues. Et oui, elle n'a pas choisi la voie de la discrétion. Elle a réussi à séduire plusieurs gardiens de prison pour obtenir des petits privilèges bien illégaux, à tel point qu'elle s'est mise à recevoir des livraisons de nourriture en cellule. Sérieusement, et pas n'importe quoi. Pizza au pepperoni, s'il vous plaît. Le goût du luxe, même en tôle. En 2010, elle a carrément organisé une tentative d'évasion avec l'aide d'autres détenus. Et elle a failli réussir. Oui, la Michel était une vraie tornade. Un mélange entre une manipulatrice de haut vol et Jiraya version prison. Et John, de son côté? Pas mieux. Depuis sa cellule, il a envoyé à sa femme lourde des lettres à caractère sexuel très explicites. Un déluge de passion papier qui a fini par lui valoir une suspension de correspondance. Fin du romantisme. Mais le gars ne s'est pas arrêté là. Non, il a porté plainte contre le système pénitentiaire, exigeant $1 million pour atteinte à ses droits. Rien que ça. Sans surprise, il a perdu. Mais quand même, on peut saluer l'audace. Parce que franchement, cette affaire entière, c'est un festival d'audace. Une folie du début à la fin, entre le meurtre, la double vie, la chirurgie, la cavale sous faux nom, les pizzas en cellule et les lettres coquines. On a eu tout le menu et même les extras. Mais maintenant, je veux savoir ce que toi tu en as pensé, parce que, sérieusement, ce dossier, il est incroyable, non? Alors dis-moi tout en commentaire. Et si t'es resté jusqu'ici avec moi, n'oublie pas de liker la vidéo et à t'abonner.
Ça m'aide énormément à faire connaître la chaîne et à continuer à vous raconter des histoires aussi folles que celle-là. À très vite pour un nouveau dossier, tout aussi déroutant.